Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Alors bonjour Sylvie Plugnan, merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission Où va le monde? Aujourd'hui, on va parler de deux thèmes principalement. On va parler de c'est quoi entreprendre, être chef d'entreprise à Marseille. Et puis, on va parler d'une question qui me tient à cœur et on va rencontrer pas mal de femmes sur ce thème-là. C'est quoi être une femme chef d'entreprise, alors notamment à Marseille, mais surtout en France. Donc pour commencer, est-ce que Sylvie, tu pourrais te présenter à nos auditeurs, nous dire un petit peu ton parcours, quel poste tu occupes, on veut à peu près tout savoir. Voilà. Maximilien, bonjour, merci pour cette invitation. Donc Sylvie Plugnan, je dirige l'entreprise Catova en compagnie de mon mari. Nous fabriquons et distribuons des vêtements d'image. Donc nous avons la chance d'équiper les leaders de la restauration rapide. Nous nous sommes positionnés dans une cible, dans une niche, pardon, et on est spécialiste de la restauration rapide et de la restauration en général. Donc ça va de l'équipement d'une tenue complète, tous les serveurs que vous voyez dans les restaurants, voilà, c'est notre métier, c'est notre cœur de métier. Donc j'occupe le poste de directrice générale dans cette société qui va avoir 25 ans en juillet 2023. D'accord. Je suis sûr que vous avez d'autres responsabilités aussi. Il me semble. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Professionnellement, allez-y. Alors, je suis... Il y a tellement de choses, je crois qu'en fait, il y a beaucoup de choses, c'est ça. Je suis présidente des femmes chez l'entreprise de la délégation de Marseille et je suis nouvellement élue à la chambre de commerce territoriale et aussi à la chambre de commerce régionale. J'ai eu cette chance d'avoir un mandat à la région. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est depuis octobre 2021, enfin ça passe vite, ça va bientôt faire un an. Et pourquoi cet engagement? Parce que le territoire économique marseillais et de la métropole m'intéresse et je suis aussi au comité de Provence, qui est encore quelque chose de différent. Comité de Provence. Comité de Provence auprès de la présidente du conseil départemental, Martine Vassal. D'accord. Et en tant que présidente FCE Marseille. Donc c'est une instance qui a été créée et auprès de la présidente du département, on est à peu près une 90 personnes de la société civile, présidente d'association, présidente d'entreprises à mission, et c'est pour travailler ensemble pour donner des idées ou des axes de travail à la présidente du département avec ses équipes. D'accord. Sylvie Plugnan, Bretagne. On est à Marseille. Bretagne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bretagne, Morbihan, Bretagne Sud, Morbihan Sud. C'est l'amour. L'amour nous fait faire des choses quand on ne décide pas toujours. En bonne bretonne, je suis partie à Paris à la fin de mes études et j'ai rencontré... Montparnasse, gare Montparnasse. Non, même pas. Dans 91 et 94. Et j'ai rencontré mon mari en 92, je crois. Oui, c'est ça, même 92, j'en suis certaine. Et l'entreprise dans laquelle je travaillais à Paris, m'a muté sur Marseille. D'accord. Donc, comme il est toulonnais, nous avons effectivement accepté cette mutation. Mmh. Et depuis 25 ans, nous sommes Marseillais. Donc, nous sommes des néo-Marseillais. D'accord. Même si moi, je serai toujours bretonne, je suis une néo-marseillaise. Mais lui, mon mari, se considère comme Marseillais. D'accord. Parce que Toulon-Marseille, nous sommes voisines et sœurs et jumelles, et voilà, c'est même envie de profiter de cette Méditerranée qui nous ouvre les bras. Et bien évidemment, néo-marseillaise depuis 25 ans, nous avons un enfant marseillais qui aime l'OM, qui est fan de l'OM, et quand même la roue tourne, la roue de la vie tourne, et ce qui est drôle, c'est que notre fils est parisien depuis 6 mois. D'accord. Donc, et il est parti au moins encore pour 18 mois, 18 prochains mois. Et il sera parisien. Donc voilà, donc il sait que ses parents ont beaucoup aimé Paris. Mais on aime aussi Marseille et on est très engagé dans ce développement
économique donc, du fait de notre entreprise où on crée de la valeur, bien évidemment. On crée des emplois, on a 10 salariés. Alors justement, comme vous avez cette double nationalité, à la fois bretonne et marseillaise, ça serait intéressant, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur les spécificités de Marseille. C'est quoi travailler à Marseille? C'est quoi le chef d'entreprise à Marseille? Marseille, les différents enjeux économiques. Marseille est je pense, la mère nourricière des réseaux. D'accord. Marseille est un réseau que ce soit entreprise ou alors économique ou sociétal. Il y a beaucoup de réseaux à Marseille, beaucoup. Je suis présidente des femmes chefs d'entreprise. Il faut savoir qu'il y a à peu près 19 associations qui prônent la femme dans l'entreprise à Marseille. D'accord. Donc je pense à Bouge ta boîte, à Alta Femina qui est les premières entrepreneuriales. Ce sont toutes des associations amies avec lesquelles on essaie de travailler ensemble, de croiser nos réseaux. Mais Marseille est véritablement une ville de réseaux. Il y a des réseaux, je peux en citer, il y a le club Marseille-Provence, il y a le CJD qui est bien connu, qui est une association nationale, mais qui a une très forte notoriété sur Marseille. Il y a les BNI, il y en a je ne sais combien de BNI, et il y a je ne sais combien de clubs Rotary, qui sont des clubs services, certes, mais on sait très bien aussi que club service, il y a quand même malgré tout du business, parce qu'il y a des rencontres formidables qui se font. J'ai même pour ma part, j'ai fait partie du club de fondatrice d'un club service qui s'appelle le Ladies Circle, qui est un club service national. Et j'ai fait partie des fondatrices du club du Ladies Circle à Marseille. Et ça, c'était en 2004, et qui existe toujours sur Marseille. Mais il y a une date, donc au-delà de 45 ans, on ne peut plus faire partie de ce club. Et donc on a passé la main, et ce sont des jeunes femmes qui continuent de déployer cette association. Ce qui m'intrigue, c'est qu'on pourrait peut-être imaginer que c'est une ville de réseau parce qu'il y a pas mal de nationalités, que c'est une ville carrefour. Mais alors comment ça se fait qu'il y aurait autant d'intérêt porté sur l'entrepreneuriat féminin? 19 entreprises, vous disiez? Enfin 19 associations. C'est quand même énorme. Alors pourquoi Marseille? Pourquoi? Parce que je pense que Marseille est une ville d'hommes. C'est une ville de machos, et donc les femmes se sont serrées les coudes. C'est moi qui prends la parole. Je vais garder mes amis hommes. Oui, mais... je les traiter de machos. Certains le sont, mais je leur dis, ils savent ce que je pense d'eux, donc il n'y a pas de problème. Non, je pense que c'est surtout Marseille est une ville méditerranéenne au vrai sens, où l'homme prend beaucoup de place, parle fort, prend beaucoup de place. D'accord. Et aussi, tu l'as dit Maximilien, c'est une ville de carrefour. Mais aujourd'hui, je pense que Marseille est de carrefour international, certes, mais aussi de toutes les régions de France. On a FCE à Marseille. Il y a plein d'adhérentes qui ne sont pas issues de Marseille. Il y a Lyon, il y a Grenoble, il y a Bretagne, il y a Normandie, il y a plusieurs. Et donc effectivement, je pense que Marseille versus Paris, c'est devenu aussi une plateforme où les gens d'autres régions, d'autres territoires, d'autres pays, on se réunit et on a besoin, effectivement, et la femme. Alors moi, je ne suis pas féministe. Moi, je prône la parité. D'accord. Et la mixité. Okay. Moi, j'ai été élevée par une mère qui était féministe sans le savoir, très certainement, parce qu'elle a élevé 5 enfants, mais les 5 enfants étaient élevés de la même manière. C'est-à-dire que quand il fallait faire sa chambre ou éplucher la corvée de pommes de terre, nous étions 5 enfants, tout le monde mettait la main à la pâte. Donc moi, ma mère, si je parle de féminisme, elle a 90 ans, elle ne sait même pas de quoi je parle. Elle dit, mais en fait, on est égaux. C'est quoi ces langages? On est égaux. Moi, j'ai toujours travaillé. C'est la grand-mère bretonne alors qui est venue alimenter les réseaux marseillais. Très certainement. Et ma on mère se fournit en Bretagne alors pour ça. les hommes, garçons ou filles, il faut travailler, il faut s'épanouir dans son travail, il faut s'épanouir dans sa vie de famille et il faut s'épanouir. Donc c'est clair que moi je suis issue de cette éducation, où un garçon et une fille, on a des différences.
Mais au travail, le travail n'a pas de sexe. Ouais. On n'est pas genré au travail. Nous, on a une particularité. Donc, on co-dirige avec mon mari l'entreprise. Jusqu'à pas longtemps, c'était 100% de salariés féminins. D'accord. Mais c'est pas un choix. Je pense que quand on fait de la recherche de collaborateurs, c'est le feeling, et les filles sont capables de faire des choses extraordinaires. Il y a pas, moi, j'ai pas besoin de dire tiens, c'est un garçon, il est meilleur ou pas. Il y a des différences, et la compétence est la même. Il n'y a pas de... Et la femme chef d'entreprise, c'est pareil, c'est une femme chef d'entreprise. Elle n'est pas femme, elle est chef d'entreprise. La femme, c'est quoi? C'est une différence, c'est un frein. Non, on a forcément des angles de vue différents. Moi, je le vois dans ma propre entreprise avec mon mari, sur un même dossier, on ne va pas avoir la même vision. Mais c'est ça qui apporte, parce que si on doit prendre une décision ou si on doit régler un litige ou un conflit, on va avoir des angles d'attaque différents, et c'est ces angles qui vont se confronter et qui vont ressortir la prise de décision, qui va nous aider justement à apporter, soit à nos clients, soit à nos collaborateurs, une vraie décision collégiale. Oui, et puis qui viendra alimenter et certainement plaire à différents types de clients, quoi, justement. Tout à fait. Je me rends compte que finalement, j'ai un peu lancé sur la question de la femme et qu'on a chanté tous les enjeux du travail à Marseille pour vite partir sur la femme. Ça me passionne un peu quand même. Bah oui, je vois ça. Alors je me dis, si on revenait un tout petit peu en arrière sur les enjeux de la ville, sur Marseille finalement, parce que en fait... les gens qui connaissent pas Marseille, qui n'ont pas entrepris à Marseille, à quoi ils devraient s'attendre, en quoi c'est différent, je sais pas moi, de travailler à Paris ou à Plougastel ou à Marseille. Marseille est une ville de contraste. Ouais. Donc je pense que pour réussir à Marseille, il faut... être contrasté ? Être contrasté, certes, mais surtout s'affirmer. D'accord. Et ne pas se mettre de barrières. Marseille a eu, il me semble, ça c'est ma lecture, moi ça fait 25 ans que je suis à Marseille, a eu, je pense, cette culture de l'entre-nous. Parce que Marseille, il y a eu quand même plusieurs époques dans Marseille, et en 2000, l'arrivée du TGV 2000, Marseille explose. Oui, il y a le TGV et puis il y a le quartier d'affaires aussi qui est encore en cours. Quand, sous la mandature du maire Gaudin, il y a eu une vraie restructuration de la ville qui est loin d'être terminée, mais loin. Il y a eu Euromède, ce qu'on appelle Euromède, c'est Euroméditerranée, qui est un projet européen conséquent, et on le constate quand on rentre dans la ville, on voit ces grandes tours, la skyline, on se croirait à New York, ou presque, et un jour ça arrivera, il y a encore du chemin à faire, mais il y a encore des terrains, donc, et il y a des très bons architectes, donc ils ont un terrain de jeu qui n'est pas terminé, donc effectivement, et c'est depuis 2000, donc on est en 2022, 23, donc ça fait 20 ans, 25 ans, où la ville s'est totalement redéployée, et où... Elle s'est bien redéployée d'ailleurs. Bien redéployée. Ouais, c'est une question. Au niveau économique. Ouais, est-ce que les choix... Économique, oui. Économique. Donc, il y a un afflux permanent de nouvelles entreprises. Marseille plaît. Bon, là, on a effectivement des acteurs économiques, la Chambre de commerce, Provence Promotion, qui travaillent et qui œuvrent pour effectivement attirer des nouvelles entreprises, grandes ou petites. On a quand même aujourd'hui l'entreprise emblématique, c'est MACGM, qui rentre, qui est une entreprise emblématique française, sur je ne sais pas si tu connais cette entreprise, Maximilien, donc armateur, très très grande entreprise, je crois qu'ils sont 2e ou 3e aujourd'hui dans le monde avec leurs porte-containers, et surtout ils s'impliquent dans la ville et fournissent réellement de la valeur ajoutée. D'accord. Donc il y a une création d'une école, ils viennent d'intégrer le capital du journal La Provence, qui appartenait à Bernard Tapie. Donc il y a des entreprises phares comme celle-là, qui est vraiment une entreprise phare, et il y a multitude d'entreprises
si ma mémoire est bonne, lors de l'élection pour la Chambre de commerce, il y avait 136 000 entreprises sur le territoire ex-Marseille. D'accord. Et alors que 6 ans à la première mandature de notre président actuel Jean-Luc Chauvin, je crois qu'on était un peu plus de 100 000. Donc il y a à peu près 30 000 nouvelles entreprises qui sont arrivées. Et en plus, il y a un véritable... il y a vraiment des acteurs. Donc là, forcément, je cite les gens avec qui je travaille ou avec qui je collabore au sein de la Chambre de commerce, au sein de FCE, au sein de Comité de Provence. Je pense à Made in Soft, qui est une association qui relie les startups de la French Tech. Et la présidente Stéphanie Ragu, donc, qui est une femme. Donc, c'est-à-dire que Marseille se féminise. Ouais. Et Marseille est une femme. Pour moi, quand je pense à Marseille, Marseille est une femme. À la bonne mère, quoi. À la bonne mère, Marseille est une femme qui tend ses bras et qui récupère tous les enfants du monde et où on a effectivement envie de travailler ensemble et de construire ensemble. Ouais. Il y a des très jolis projets et on croit en notre territoire, on est passionné par notre territoire. Je pense que Marseille est une ville de passionnés. Ça s'entend dans la rue, les Marseillais sont bruyants, on parle fort, on rit fort, on s'aime fort, on se déteste fort. Ouais. Mais c'est une ville de contraste. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai la chance, grâce à ces différents mandats, donc de rencontrer, de travailler et œuvrer avec des gens que je connaissais ou pas, et où il y a vraiment une volonté où Marseille peut se prévaloir d'atouts. Et je ne parle pas que du ciel bleu, parce que ce serait tellement facile, mais Marseille est la porte. Et puis on a une porte à la Méditerranée qui est ouverte sur la Méditerranée. Moi je vais aller plus loin, c'est pas de la Méditerranée, c'est une porte de l'Afrique. D'accord. C'est une véritable porte de l'Afrique. La Chambre de commerce porte un projet qui s'appelle Hub Africa depuis plusieurs années maintenant. Alors là, je trouve qu'il y a beaucoup trop de garçons dans ce Hub Africa, mais je sais qu'il y a des femmes extraordinaires qui ont des mandats, qui sont en train de faire... Elles arrivent et qu'elles font bouger les lignes, donc c'est très bien. D'accord. Et moi, je suis engagée FCE, bien évidemment. FCE a une très très belle représentation au Maroc qui s'appelle l'AFM. Ouais. Et d'ailleurs, on a le congrès mondial au mois de novembre à Marrakech. D'accord. Nous sommes attendus par les adhérentes marocaines qui va recevoir donc, toutes les FCE du monde entier. Donc c'est le congrès mondial. C'est le congrès mondial. Donc effectivement, Marseille, c'est la porte de la Méditerranée. Mais quand on voit Méditerranée, tout de suite on pense au Maghreb. Mais derrière le Maghreb, il y a toute l'Afrique. Et moi, je sais que mon mari a eu la chance d'assister à Casablanca à une édition, je ne sais plus si c'était la deuxième ou la troisième, justement de Hub Africa à Casablanca. Et il est revenu en disant mais le pouvoir d'achat, les nouvelles transactions, c'est là-bas que ça se passe. C'est-à-dire quand il est revenu en me disant là-bas, c'était bien évidemment le Maghreb et là-bas l'Afrique. Ouais. Parce que l'Afrique, ce sont des pays jeunes et avec qui ont envie donc justement de progresser, de commercer, de se développer. Et on le voit, on le sent, ça bouillonne. Et effectivement, donc Marseille, c'est la porte de tout ça. Et les échanges, et moi, je me déplace à Marrakech au mois de novembre avec FCE France et différentes adhérentes de Marseille pour justement créer des liens et se dire qu'on se doit de tricoter des vraies relations avec ces femmes de l'autre côté de la Méditerranée. Il reste à faire alors, parce que moi je me suis demandé, on a une proximité géographique par la Méditerranée, mais je me demande jusqu'où vont les échanges, s'il y a les chefs d'entreprise du Maghreb qui sont à Marseille, directement à Marseille qu'on rencontre ou pas. Oui, c'est pas... Je me demande jusqu'où ça va en fait, l'efficience, l'efficacité de... Je pense qu'il y a des vraies rencontres, on a la chance aussi... FCE, j'ai quand même beaucoup de liens avec FCE, beaucoup d'engagement. Une adhérente FCE qui est aussi la présidente de l'APEX, qui est donc une association qui est tournée
vers les entreprises import-export. Et l'APEC, c'est, je crois, 136 ou 136 et 140 adhérents d'entreprises qui vraiment sont dans l'import-export. Et Nathalie Agech, qui est une amie et qui a su déployer et mais vraiment qui a laissé son mandat de présidente à Jean-Yves Batman, qui est un professionnel lui, de l'import-export. Et ils ont cette vraie volonté que même la TPE a sa place dans l'import-export. On a toujours ce sentiment, alors quand on est femme, on a ce sentiment d'imposture, et quand on est TPE, c'est également ce sentiment. C'est encore pire. C'est aussi, mais alors, il y a des fois la barrière de la langue, même si on entend quand même parler, puis c'est quand même pas très compliqué aujourd'hui d'échanger en anglais, il y a des applications, c'est quand même pas non plus très compliqué, mais il y a quand même toujours cette TPE. Moi, je vais aller à l'étranger, quel que soit l'étranger. Ouais. Et moi, il y a encore cette barrière, on se bloque cette facilement. Cette barrière en disant, on est TPE, mais si moi je sais faire ça, mais je parle même pas de l'Afrique, je parle même de l'Europe. Ouais. Mais enfin, ils n'ont pas besoin de moi, ils savent le faire. Et on se rend compte en échangeant avec des gens qui ont des entreprises plus conséquentes, des ETI, ou des PME, plus TPE, PME, ETI, même des grands groupes, qui disent mais non, mais tu sais, présente ton produit parce que ça, je suis pas certain qu'ils l'ont, quoi. Exactement. Et c'est pour ça aussi que je pense que les réseaux à Marseille, c'est surtout des réseaux d'entraide. Mais ça permettrait des marches intermédiaires pour s'autoriser à aller un peu plus haut. En disant, je vais me faire confiance parce que lui, il est conséquent. L'import-export, c'est son métier, c'est vraiment son ADN. Et lui, il me dit que je suis ce que moi je présente, ce que je propose en entreprise, vas-y, va pousser les portes parce que je suis... Donc c'est vrai que ça donne des ailes et ça pousse à... nous, on fabrique en Tunisie et on vend en Europe, on vend Belgique, Allemagne, Suisse, Luxembourg. C'est donc des produits. C'est vrai que nous, on est dans une cible restauration rapide. Le schéma est le même parce que c'est formaté, que ce soit qu'on ait une entreprise de restauration rapide sous une grande enseigne en France ou en Belgique, ils ont les mêmes formats. Ouais. Mais nous, on a poussé les portes en disant tiens, on va les voir si nos produits peuvent plaire en Belgique, dans les pays que je viens de citer. Et effectivement, on nous a accueillis en disant tiens, c'est sympa ce que vous faites. Ouais. Et effectivement, et on a des outils qu'on a développés pour nos clients en France. C'est rien d'extraordinaire, hein, c'est des sites dédiés avec des salariés dédiés. Et effectivement, ce qu'on propose, ça a été bien accueilli et aujourd'hui ça fait partie de nos clients. D'accord. Donc c'est pour ça que l'international et la Tunisie. Alors moi je suis une amoureuse de la Tunisie, du Maroc. Tant pis pour mes amis tunisiens, je préfère le Maroc à la Tunisie, mais la Tunisie, j'ai des relations fortes parce que je travaille avec 2 ateliers en Tunisie. D'accord. Et donc j'ai la chance de rencontrer des Tunisiens. Pourquoi pas la Turquie d'ailleurs pour le textile ? Alors on travaille avec la Turquie aussi. D'accord. Les Turcs sont très très bons en textile. Ouais. Ils ont une force de frappe et ils ont tout. C'est-à-dire que contrairement à la Tunisie, c'est ce qu'on appelle donc vraiment le façonnage. Et puis la Tunisie malheureusement a été confrontée quand même à des difficultés depuis 2011 malheureusement. Mais c'est vrai que la Tunisie, la Turquie, ils ont tout le panel. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'une chemise, ils ont le bouton, le zip. Ils ont besoin de personne parce qu'ils fabriquent tout. Ils fabriquent tout. Ce serait presque un peu un modèle pour nous qui nous posons la question de nous réindustrialiser, de savoir un peu faire un minimum de choses nous-mêmes sans forcément l'importer. Il faut quand même savoir que nous en France on avait tout. Ouais. On a tout filé. On avait tout. On a tout donné. On a tout donné. Ou vendu. On a tout donné, vendu. Et aujourd'hui, le milieu du textile en France, ceux qui fabriquent en France, sont débordés de demandes parce qu'il y a cette prise de conscience. Bon, on nous a un peu forcé la main, merci le Covid, et maintenant la guerre en Ukraine. Mais effectivement, on avait tout en France. Comme on a laissé filer, et surtout ce qu'on a laissé filer, c'est le savoir-faire. Donc aujourd'hui, pour réintégrer les ateliers, ça n'existe pas. Enfin, si, ça existe, mais pas en grandeur industrielle.
Ouais, c'est une discussion qu'on a eue aussi avec quelqu'un qu'on a interviewé à Marseille. Et puis ce que vous dites me fait aussi penser à ce que racontait Corinne Inesti sur le fait que les femmes parfois pouvaient avoir une forme de retenue et une peur de ne pas réussir, voire de ne pas oser faire les choses. Et ce que j'entends dans votre discours, c'est que finalement, vous avez osé, comme avec la Belgique, ouvrir la porte, y aller. Mais il faut oser. Alors moi, j'ai la chance aussi de faire partie d'une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. Je suis la référente, il y a un binôme avec Aude Vasselot qui est sur Grenoble. On est un binôme, nous sommes les référentes de FCE France 100 000 entrepreneurs. Mmh. Et je porte la bonne parole dans les collèges et les lycées, entreprends ta vie. Mmh. Et c'est surtout ose. Vous avez des rêves, osez. Mmh. Et oser, je pense qu'on l'oublie un peu trop. Quand on devient adulte, on l'oublie. Et d'autant plus quand on est chef d'entreprise, on n'ose pas toujours parce que y a des contraintes financières, il y a des contraintes salariales, il y a des contraintes d'équipement, il y a des contraintes de production. Ouais. Et on n'ose pas forcément. Et ça, je pense qu'une des forces de mon entreprise avec mon mari, c'est qu'on ose. On ose. Et moi, c'est cette bonne parole que je porte auprès des collégiens et lycéens quand je les rencontre dans le cadre de 100 000 entrepreneurs, c'est oser votre vie. Osez. Effectivement, vous allez trouver des freins, c'est sûr, on trouve tous des freins, et malheureusement, les freins sont souvent rapidement là, mais si on n'ose pas, on ne saura pas qu'il y a des freins, donc il faut oser. J'ai une petite question qui me vient comme ça. Selon vous, rapidement, là, qu'est-ce qui fait que les femmes chefs d'entreprise auraient spécifiquement des difficultés à ne pas oser, en fait, par rapport aux hommes? Parce que la femme, aujourd'hui, la femme en général, ouais. a encore cette charge de la famille. D'accord. Ça, moi, j'ai des collaboratrices. L'enfant à l'école est malade, on ne va pas appeler le père, on va appeler la mère. Alors que je suis maman, donc les fiches, on les remplit, on met bien les 2 téléphones, systématiquement, c'est la maman qu'on appelle. Mmh. Donc c'est ça. Et aussi, il y a encore du travail à faire, c'est que les banques et tous les organismes étatiques ne font pas confiance à une femme. On prête plus facilement aux hommes, c'est à chaque fois ce que j'entends. Mais c'est ce qui est vrai. Quand une femme veut entreprendre, il faut qu'elle y aille avec un homme sous le bras. Que ce soit son que ce comptable, soit son mari ou pas, mais c'est-à-dire ramener le mari à l'entretien. Oui, et l'expert comptable, le conseiller de l'association de l'IMM qui vous a conseillé, qui vous a accompagné, l'IRCE, toujours, et les banquiers, mais ça c'est vrai, les chiffres sont là, mais il y a des banques qui... moi je vais citer la mienne, parce que franchement, on travaille beaucoup avec elle là aussi. La BNP a monté un programme qui s'appelle Connect Earth et œuvre sur toute la France pour que justement, et donc on est partenaire avec FCE, mais moi j'en parle ici d'autant plus facilement que Delphine Fantoba, qui est à la tête de Connect Earth Sud, c'est vraiment un travail quotidien qu'elle fait pour que justement, donc c'est des programmes aussi bien de marrainage, de prix, de trophées, pour que les femmes chez l'entreprise osent et justement que la BNP puisse avoir leur dossier et dire ok, là on y va, parce que les banquiers sont toujours un peu frileux. Ils sont prévoyants. Voilà, ils sont prévoyants, c'est comme ça qu'on le dira. Peut-être pour terminer, d'une manière assez simple, je vais vous poser une question. À votre avis, où va le monde alors, aujourd'hui ? Alors, je ne suis pas une optimiste née. D'accord. Mais j'ai la chance d'occuper la vie d'un homme optimiste, ça fait 30 ans. Donc je pense qu'il m'a vaccinée à l'optimisme. Et donc j'ai mon mari et j'ai une mère qui a 90 ans, avec qui je parle beaucoup. Et quand je lui parle, parce qu'elle a toute sa tête et elle est géniale et elle suit l'actualité et elle a souvent des commentaires pertinents. Et elle me dit, mais ne t'inquiète pas, on a toujours entendu ça. Elle est née en 1932, donc elle a connu la Deuxième Guerre. Et elle dit, mais il y a toujours des cycles.
Et elle me dit, moi je me souviens de 73, je me souviens de l'été terrible caniculaire de 76 où ça a été terrible, il a fallu qu'on trouve des solutions. Et on nous disait qu'on ne pourrait plus élever parents paysans. Donc, et elle me dit, mais ce sont des cycles de vie et il faut croire, il faut croire et pas se dire, elle dit, ok, on a eu le Covid, qu'elle n'a pas compris. 90 ans, en disant, mais de quoi vous avez peur? Parce qu'on va tous mourir. donc affrontons cette maladie. S'il faut porter un masque, portons un masque. Donc voilà, s'il faut pas se voir pendant 10 jours, eh ben on va pas se voir pendant 10 jours. Il faut se vacciner. Donc je pense que entre l'optimisme d'un mari, le bon sens d'une mère, j'ai été donc élevée à ça, et alors que j'avais un père pessimiste. Donc je pense que je suis vraiment 50-50. Et moi je crois en ces jeunes générations, je crois en cette jeune génération qui protège notre planète et qui ont beaucoup de bonnes idées. Moi je suis le colibri, je suis un petit colibri de la protection de notre planète. Toutes mes livraisons sur Marseille, désormais depuis 2 mois, c'est du vélo, que du vélo. Et voilà, on livre nos clients que du vélo. Je trie mes poubelles, mais en colibri. Et moi, je crois en la force de l'homme au sens large du terme, avec le grand H. Ouais. Donc des hommes et des femmes, que effectivement, là, on vit une période, ça fait 2 ans, donc le Covid, l'Ukraine, on ne l'avait pas vu venir. Le Covid non plus. Mais du coup, ça nous apprend justement à être agile, le terme à la mode, mais à être mobile et à avancer. C'est-à-dire que tous les jours, on met un pied devant l'autre et il faut avancer. Et pour moi, la vie, c'est comme si on prend son vélo, on tombe de vélo, c'est de se remettre sur son vélo et continuer à pédaler en se disant, on va passer cette crise, encore une, et puis peut-être il y en aura une deuxième dans 2 ans, et une troisième, une quatrième. Mais en tous les cas, on a la chance de vivre, de bien vivre. Dans un pays riche de ces hommes et de ces femmes. Et je pense qu'il faut croire en demain et croire en son prochain et oser. Merci en tout cas Sylvie Plénian, parce que ça nous a donné un peu de hauteur et puis un message assez constructif et positif pour la suite. Merci beaucoup en tout cas. Merci Maximilien, à bientôt. À bientôt.